J'espère que t'as pas peur de te laisser embarquer. La vie vaut par sa fragilité, et que ce qui est beau, c'est que la vie est une bulle de savon. Et que si jamais la bulle de savon dure 1000 ans, ça n'est plus une bulle de savon. Il n'y a plus la grâce de la fragilité. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Parce que ce mec a quelque chose à te proposer. Alors le réchauffement climatique, je le déplore, mais je préfère essayer d'aller reconnaître, saluer et célébrer les derniers arpents de la beauté plutôt que d'apporter mon sanglot de plus à la grande déploration générale. En plus, c'est original, congruent et il le dit lui-même, il fait ce qu'il aime. Alors à ce moment-là, le froid devient cette réalité du monde que vous affrontez encore pour toute la journée et vous regardez le refuge avec l'œil d'une vache éplorée qui vient de quitter son étable et qui aimerait y retourner parce qu'elle aurait la chaleur de la paille et vous devez retourner dans la froidure. Moi, j'ai souvent éprouvé ça, mais j'aimais en même temps cette alternance parce que c'est ça qui fait le sel de la vie, quoi. Si on vivait toute sa vie dans la moiteur gastrique, on deviendrait une amibe, 30 millions d'amibes. Et quand on voit qu'une personne inspire, qu'elle crée de l'envie, c'est le signe que ce qu'elle propose a de la profondeur. C'est un homme qui n'a pas de portable, c'est un homme qui n'a pas d'horaire, c'est un homme qui choisit quand il veut le départ. Ça, c'est assez merveilleux, c'est fantasmant. Mais alors, qu'est-ce qui rend Sylvain Tesson si fascinant? Sylvain Tesson, il parle en organique, c'est-à-dire qu'il va préférer créer des images plutôt que s'appuyer sur des données, par exemple. La géographie, au contraire, c'est la science de l'observation du monde, de sa description, du regard qu'on porte sur lui, de son écriture. C'est probablement de toutes les sciences la plus littéraire, puisqu'elle emprunte à la fois à l'histoire, à l'économie, à la géologie, à la climatologie. Toutes les disciplines sont convoquées par le géographe qui essaye, en les mixant, de donner sa propre lecture du monde. C'est une autre forme de logique qui va servir davantage des ressentis plutôt que des explications pour faire avancer. Et est-ce que tu l'as remarqué, parler et écouter devient une sorte de dégustation. Souvenez-vous que nous avons vécu une maladie pulmonaire généralisée et planétaire, et nous sommes aperçus que la définition bureaucratique de la vie, c'est le contraire de ce que vous avez dit. Oui. Le bureaucrate arrive et dit « la vie ne vaut que par une seule chose », c'est son décompte, sa comptabilité statistique et l'accumulation du nombre de jours. Jamais ils n'ont parlé de la substance, de l'intensité de la vie, de sa chair, de son charme, de son mystère, de ses joies et de ses peines. Non, ils comptaient. Et ça, parler en organique, parler en ressenti, je pense que c'est une bonne définition de ce que c'est que la poésie. Et ce dont on peut se souvenir, c'est que tout sujet peut être un support à cette poésie. Quitte à être fataliste. On est dans une période troublée, un petit peu difficile. Est-ce que l'aventure, justement, n'est pas finalement impuissante face à tout ça? Non, mais de toute façon, tout est impuissant face au destin du monde et à l'histoire. Il n'y a pas de solution, sinon il y a longtemps que l'humanité vivrait dans un monde radieux. Tout est impuissant. Il y a aucun, on ne sait pas, peut-être y a-t-il une solution, mais on ne l'a pas encore trouvée depuis quelques millions d'années. Voire carrément incisif, parfois. Vous me faites du mal. Pourquoi? En laissant imaginer que vous mettez sur le même plan mon amour du mouvement et du voyage et de l'inspiration poétique par la mobilité et la trottinette électrique que je tiens pour une forme superbe de l'abomination contemporaine. La trottinette électrique, c'est la préemption de l'espace public, son enlaidissement, son abêtissement pour le bénéfice de quelques start-upers avec la complicité de pouvoirs publics, de ces espèces de déprédateurs de l'espace public parisien. C'est une abomination d'ailleurs qui a été rejetée récemment par une forme de recours à un bon sens tout à fait appréciable. Et railleurs. Il y a bien sûr à mon avis un rétrécissement de la liberté. Et les deux espaces qui échappent, c'est encore un peu l'alcôve privée, mais pas pour longtemps. Bientôt, il y aura la caméra de vidéosurveillance
au sommet du lit à baldaquin et nous serons sommés d'expliquer pourquoi nous avons utilisé la position 142 du Kama Sutra alors que l'autorité centrale ne nous avait pas permise et que nous n'avions pas rempli la fiche de consentement mutuel. Mais entre nous, ce côté railleur, incisif, provocateur, c'est celui qui crée du relief, c'est celui qui fait qu'on s'attache à une personne, à son discours, qu'on va pas complètement glisser dessus sans rien en retenir. Tu vois le potentiel de saveur que tout ça peut apporter? Alors comment peut-on faire de même? Je fuis ça. En France, maintenant, les hommes politiques adorent un nouveau mot qui est le réenchantement. Ils veulent réenchanter nos villes, nos vies, ce qui veut dire plus de caméras de vidéosurveillance, plus de conseils sur la manière dont il faut se mouvoir, dont il faut parler, dont il faut se nourrir. Mais voilà ce que je trouve. Moi, je crois que parmi tous les motifs qui sont en général déroulés par les alpinistes, il y en a un qui est parfois négligé, qui est le motif politique. Je crois qu'il y a dans l'alpinisme l'incarnation physique, existentielle, vécue, matérialisée d'un refus de l'espèce de régulation des masses bureaucratiques, techno, cyber-mercantiles, à laquelle on assiste dans nos sociétés post-industrielles de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, il se passe ceci. La tentative de remplacer l'homme par la machine à laquelle nous assistons, qui est pour moi une abomination. C'est une extase que des esprits probablement un peu paresseux, c'est une extase qui envahit une partie de l'humanité. On voit ces machines, cette robotique, toute cette ferblanterie, cette kermesse, c'est de la verroterie qui fascine comme ça, parce que c'est vrai que c'est tout à fait incroyable. Mais je crois que c'est nul. Il n'y a rien d'intéressant qui naît de la conversation d'un homme avec une machine. Rien. Mais je suis plus intéressé par ça. Ce sera toujours moins intéressant que la jouissance d'un contact sur la pulpe des doigts ou d'une symphonie dans l'oreille ou d'un parfum qui vous rappellera quelque chose ou de la contemplation d'un beau paysage. Moi, je crois au primat absolu de l'expérience sensorielle organique à sa recomposition virtuelle et cybernétique. Je ne compare pas du tout les deux, quoi. Moi, je suis dans la hiérarchie absolue, l'humain au-delà de tout. Et si on prend du recul, en fait, ça révèle un point crucial de la philosophie de Sylvain Tesson. C'est que personne ne va venir nous sauver. Et si jamais c'est ça que t'attends, eh bien finalement, tu rates quelque chose. Pour le dire à l'inverse, qu'est-ce qu'on gagne à se rappeler en permanence que nous sommes mortels? Eh bien, on gagne précisément une espèce de surcroît extraordinaire de vitalité. La mort, c'est l'aphrodisiaque de la vie. C'est parce qu'on se dit que ça ne va pas durer très longtemps qu'il faut justement vivre avec considération. Ne rien négliger, pas un instant qui passe ne doit être vécu avec désinvolture. Il faut tout voracement, tout attraper, tout capter. Et ça, si on le ramène au niveau de la création, je pense que c'est très vrai. Prenons un exemple ultra bateau, celui de l'écriture, et où tu penses que le moment idéal pour écrire n'est pas là. Eh ben c'est malheureux, mais en fait ce moment idéal, il ne viendra jamais. Si tu attends que le moment idéal arrive, que ton état idéal arrive, que ton public te supporte pour que tu passes à l'action, alors tu t'en remets à des causes extérieures et résultat, tu mets en péril ton passage à l'action. Et je te partage ça parce que si tu commences à considérer que ce moment idéal ne viendra jamais, eh bien tu vas t'autoriser, mais alors de manière beaucoup plus vaste, à aller créer. Tu te sens fatigué? C'est pas grave, j'y vais quand même. Tu sais que t'as pas de public? C'est pas grave, j'y vais quand même. Tu as peur des réactions du public? C'est pas grave, j'y vais quand même. Mais le contraste, au-delà de l'idéologie, il peut aussi se créer dans les sensations. Déjà ici, je trouvais qu'il mettait la barre assez haute. La vie s'apprécie d'autant plus que vous l'avez mise en danger. C'est-à-dire que quand vous ferez un festin au fond d'une grotte, qu'il vous a fallu 10 heures de marche harassante pour atteindre, eh bien ça sera un festin de roi. Alors que si vous mangez des émulsions d'antennes d'écrevisses du Vanuatu dans un jacuzzi de champagne, dans un palace d'une grande ville, eh ben, ça n'est qu'une espèce de surenchère du luxe qui n'a aucun intérêt. J'ai une immense indifférence pour le luxe de la sophistication, mais j'ai une adoration pour le luxe de la relativité, quoi, de la cessation de la souffrance. Le feu de bois quand vous avez eu froid, mais c'est incroyable, c'est un luxe inouï. Donnez-moi tous les champagnes du monde et donnez-moi un lait de bain d'ânesse dans une baignoire en marbre avec des robinets en or.
ça ne m'intéressera pas par rapport au verre d'eau quand j'aurai eu soif. Enfin, c'est très banal ce que je dis. La cessation du manque ou du besoin, c'est le luxe suprême. Le seul hôtel 5 étoiles, c'est le bivouac au sec quand vous avez eu de la pluie toute la journée. Mais je crois que le plus fort, c'est quand j'ai entendu ça. Si on regarde bien ce qu'est le pendu, c'est une silhouette verticale qui se tient debout devant la mort, qui n'est pas encore au ciel, mais qui n'est déjà plus sur la terre, qui nous surplombe. Il faut lever les yeux pour la voir. Il y a une dignité du pendu. Il y a presque une tendresse, bizarrement. C'est pour ça que je crois que mes dessins n'ont rien de macabre, ils sont plutôt tendres. Je me réfère, moi, au vers de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je crois qu'il y a une dimension extrêmement graphique du pendu, c'est pour ça que tant de poètes, d'écrivains et de peintres, notamment chez les romantiques, ont été fascinés par cette figure. C'est très graphique, cette espèce de larme qui tombe du ciel, mais qui ne coule pas tout à fait sur la joue de la terre, parce qu'elle est arrêtée avant sa chute finale par le nœud coulant. Le contraste entre un sujet tragique et la poésie à base de fierté, à base de graphisme, c'est pas ouf ça. Et ce qui est top, c'est que Sylvain Tesson, en fait, il nous propose des pistes pour arriver à créer ces mêmes contrastes. Se donner chaque jour rendez-vous avec l'écriture. Lorsque vous donnez pour discipline et pour obligation, et non pas pour corvée, le soin d'écrire tous les jours ce que vous avez vécu pendant la journée, eh bien, par une espèce de mécanique, de phénomène, vous vous mettez, moi je me suis aperçu de ça à partir du moment où j'ai eu 20 ans et où j'ai commencé à faire cet exercice, eh bien, vous vous mettez à mieux vivre, avec beaucoup plus d'attention, en tenant votre âme en haleine, comme dit Montaigne au début de ses essais. Parce que vous savez que vous avez le rendez-vous le soir avec la page blanche et qu'il faudra bien à un moment l'alimenter. Donc vous laissez avec beaucoup moins de désinvolture et de nonchalance se passer les événements de votre vie, puisqu'il faut que le soir, vous leur rendiez un hommage en les décrivant. Je trouve que c'est un exercice assez beau de dévotion qui est rendu au trésor de la vie, qu'on ne peut pas négliger au point de ne pas l'écrire le soir. À mon sens, c'est pas directement le fait d'écrire qui va aider à vivre avec plus d'attention. Plutôt le fait de davantage se connecter à ses ressentis. On n'est plus dans l'invention, mais dans une écriture frontale qui se base directement sur ce que l'on éprouve. Et ça, je crois que c'est ce qui va nous faire sortir de la description pour aller justement vers ce côté beaucoup plus organique, beaucoup plus centré sur nos ressentis. Autre jeu auquel tu peux te donner, c'est celui de créer tes propres définitions. La nostalgie, c'est une forme de l'amour. La nostalgie, c'est le sourire très mélancolique que l'on porte devant un crépuscule en se disant, mon Dieu, tout de même, quand le soleil brillait plus haut, c'était merveilleux, il y avait plus de temps à vivre. Bien sûr, c'est triste quand même de voir la nuit qui s'avance. On utilise tout un tas de mots, souvent des grands mots comme la paix, la liberté, le bonheur, mais au final, qu'est-ce qu'on met vraiment dedans? Et est-ce que notre définition est la même que celle des autres? Non seulement avec cet exercice, tu vas te donner de la clarté, de la force rhétorique, mais surtout tu vas donner du relief à ta conversation. Voilà un autre exemple. Quelle est pour vous la définition du mot aventure, Sylvain Tesson? C'est tout ce qui littéralement est imprévu, n'est pas encore advenu, pour le pire ou le meilleur, mais vers lequel on va avec joie et avec appétit, parce que l'imprévu, c'est la seule chose qui nous maintient en vie. C'est quand même merveilleux de se dire que tout n'est pas absolument ni connu, ni archivé, ni programmé. Et là, on touche à ce qui sert à présenter Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Je pense que l'aventure a un peu ce rôle-là à jouer. Continuer à dire que le principe de la vie, c'est de l'aimer et de tout donner, de donner toutes ses forces pour aller à la découverte du monde. Aimer la vie, aller à la découverte du monde, pratiquer la contemplation, voilà une bonne base pour être en paix. La paix, c'est pareil, c'est un mot valise, mais on va prendre le temps là de poser une définition. La paix, pour moi, c'est un état de flow où tu arrives à être pleinement dans la vie, pleinement dans l'expérience qui se joue sous tes yeux, où tu es simplement déjà capable de considérer que tu es vivant, considérer que tu respires, où tu vis tes émotions sans être complètement dépassé par elles, et ensuite tu as la liberté de ressentir ton énergie et de l'utiliser pour contempler, voire pour créer. Et il le précise ici avec une solution très concrète, la contemplation de la nature. Moi, j'essaye modestement de contribuer à apporter une voix qui me semble très
sourde et qu'on n'entend presque pas, et qui est la voix de la célébration de la beauté de la nature. Parce que les écologistes politiques, qui encore une fois sont davantage mus, à mon avis, par la conquête du pouvoir que par la défense de la nature, oublient souvent ne serait-ce que d'employer ce mot de nature et de beauté. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Le discours de l'écologie politique est souvent un discours technologique, technique, qui parle des statistiques, des stocks, des ressources, de la captation des hommes, de la nécessité de conserver les stocks naturels pour la progression et le salut de l'humanité. Et il n'y a jamais le discours virgilien, c'est-à-dire le discours poétique, le simple discours du berger, du montagnard, du marin devant les beautés de la nature. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup pour la progression du soin de la terre, du souci écologique dans les mentalités. On gagnerait beaucoup à revivifier le poème virgilien, simple, c'est-à-dire le salut, la célébration de joie, de beauté, d'éperdus, d'admiration pour toutes les formes du relief et pour toutes les efflorescences de la biologie. Et pour moi, la contemplation de la nature, en fait, être capable de reconnaître dans quelque chose sa beauté, c'est déjà commencer à prendre soin de soi. Mais dans l'affaire, il y a un truc qu'on doit rappeler en priorité. Moi, je vais chercher les sujets de mes écritures quand je voyage. Je pars pour chercher l'inspiration. En fait, c'est ça que j'aurais dû vous répondre. Pour moi, le voyage réussi, c'est un voyage où on a moissonné suffisamment de choses pour écrire et où on est content de se rendre compte soudain que si on n'était pas parti, on n'aurait jamais pu remplir une page. On a dit que la paix, ça commençait en soi. La contemplation et la création, ça peut commencer en bas de chez toi. Comme il l'explique ici. Proust, qui n'est pas du tout considéré comme un écrivain voyageur, réussit à faire avec la promenade de Combray à Méséglise l'une des plus belles pages de randonnée dans les bois. Et puis, à contrario, vous avez des types qui font des voyages absolument extraordinaires, mais qui sont secs, comme des pruneaux lyophilisés, et qui seront incapables de dire la moindre chose. Donc, il n'y a aucun rapport proportionnel entre la distance que l'on accomplit autour du monde et la restitution qu'on est capable de produire. Sinon, ce serait trop facile. Il suffirait de chausser des bottes de 7 lieues, de parcourir la Terre pour donner des textes superbes. Et on peut se souvenir que le mouvement, ça commence par sa propre respiration. Déjà ça, c'est un mouvement. Le flux, le reflux, exactement comme la mer, exactement comme les saisons. Et c'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour juste considérer qu'on est là, qu'on est vivant. Ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est vraiment la base pour ensuite commencer à se connecter à ses ressentis et à les créer. Moi, j'ai toujours été du côté de ceux qui pensaient que le mouvement résolvait tout. J'ai toujours aimé le mouvement comme réponse à toute adversité. Et bien même le problème du froid se résout par le mouvement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très beau dans l'alpinisme. C'est tant qu'on avance, on est plus ou moins en sécurité, quoi. À ce moment-là, le mouvement devient non seulement un moyen de s'en sortir, mais devient la nature même de la vie, quoi. Donc l'idée n'est pas de se barrer à l'autre bout du monde, mais déjà remarquer qu'ici, on est vivant, que ça peut être contemplé et qu'autour, il y a tout un monde avec lequel on peut commencer à créer.